Bonjour à toutes et à tous. Alors, je retrouve certaines personnes qui étaient là à la deuxième conférence, celle qui s'est tenue ce matin. Donc, merci d'être venus pour assister à cette troisième conférence. Et pour cette dernière conférence, axée cette fois-ci sur sur la justice, j'aimerais vous parler de la liberté. Être libre, c'est être doué de sa faculté de choisir, de s'opposer, de s'engager, et ce, sans contrainte physique ou morale. La liberté nous anime, elle peut à la fois être une disposition et un but. En effet, on peut se battre par liberté, mais aussi pour la liberté. La liberté est multiple, celle qui nous touche directement, nous, étudiants, enfin l'une de celles qui nous touche directement, c'est la liberté que nous avons dans notre choix d'orientation. Pour cela, nous avons des droits au sein d'une société qui permettent de garantir ces libertés. Je ne m'étendrai pas sur le droit à la poursuite d'études ou encore le droit à candidater sans avoir peur d'être discriminé. Mais si je vous parle de la liberté, à défaut de parler explicitement d'avenir, c'est parce qu'elle est fondamentale dans notre culture. Pays des droits de l'homme, dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Bref, vous l'aurez compris, je pense que c'est en partie la liberté qui nous anime et qui a certainement animé nos intervenants d'aujourd'hui dans leur choix de carrière. Merci d'être présents. Merci d'être présent pour parler avenir avec nous. Merci Maître Alain Dever, Maître Tristan Jeannot et enfin Maître Marina Stefania d'avoir répondu à l'appel. C'est un véritable honneur de vous accueillir pour parler d'orientation avec vous. Je tenais une fois de plus à remercier les membres actifs qui se sont engagés ainsi que les membres du bureau. C'est votre projet, vous l'avez guidé avec précision. Bravo. Enfin, merci à toi, Erwan, une fois de plus, pour ce travail de capitaine que tu as mené avec brio. Sans plus tarder, je vous cède ma parole pour parler avenir. Merci de m'avoir écouté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous avons aujourd'hui le privilège pour cette première édition de Parlons Avenir d'accueillir Maître Dever, avocat du barreau de Lyon en droit de la famille et maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, Maître Stefania, avocate du barreau de Lyon en droit pénal et droit de la famille, et enfin Maître Jeannot, avocat du barreau de Lyon en droit pénal. Vous qui avez le même métier, le métier d'avocat, un métier qui en fait rêver plus d'un, qui parfois fait l'objet de séries produites par Netflix, favorisant évidemment sa popularité, mais aussi une vision quelque peu romancée. Néanmoins, nous ne sommes pas réunis ici pour parler de nos préférences cinématographiques, mais de la justice, et plus particulièrement des métiers et parcours qu'elle propose. C'est pourquoi je laisse la parole à Vianney pour entamer cette première phase de questions. Donc, merci Kim, merci pour ce discours. Du coup, j'aimerais commencer cette conférence sur une première phase de questions. Une première phase de questions concentrée sur les métiers qu'offrent les études de droit et notamment le métier d'avocat. Donc, tout d'abord, c'est une question qui s'adresse à vous tous. Quelles ont été rapidement vos motivations et raisons personnelles qui vous ont poussé à choisir un tel métier et quel est votre parcours universitaire? Honneur à Maître Stéphanie. Honneur aux femmes, non, je sais pas. Bonjour à tous. Alors, bon, je pense que j'ai un parcours assez classique puisque je suis passée par la fac de droit, effectivement, avec licence, master 1 et master 2 de droit, pour répondre à la deuxième question que vous avez posée. Et je suis passée d'ailleurs par l'université Jean Moulin Lyon 3, donc ça m'a bien évidemment fait un petit quelque chose en, en repassant les murs tout à l'heure de cette université que j'ai pu fréquenter. Et après avoir fait un master 1, un master 2, j'ai effectivement passé l'examen d'entrée à l'école des avocats de la région Rhône-Alpes. Et une fois que vous êtes entré dans l'école, il y a 2 années, à passer au sein de cette école, pour ensuite passer l'examen de sortie, le CAPA. Donc voilà, en gros, c'est le parcours assez classique et assez typique d'un avocat. En sachant que je vais débuter par une collaboration, que beaucoup aussi de confrères, enfin, souvent le cas de pas mal de confrères. Et j'ai été en collaboration dans un cabinet de maître Doyer, avocat en droit pénal à Lyon, avant de finalement aujourd'hui m'installer à mon compte. Et j'ai effectivement mon propre cabinet aujourd'hui, qui d'ailleurs, je viens d'ailleurs d'embaucher une collaboratrice depuis janvier 2022. Donc c'est bien, c'est à mon tour
de finalement accueillir une collaboratrice. Là où j'ai pu moi-même être collaboratrice par le passé. Donc ça, c'est pour l'historique, on va dire. Après, les raisons et les motivations de devenir avocat, c'est une grande question. Moi, à la base, quand j'ai intégré la fac de droit, je pense que j'avais pour objectif de devenir magistrat. Je pense que beaucoup se posent la question et finalement, je pense que le déclic s'est fait quand j'ai commencé à faire des stages et c'est là où je vous invite vraiment, si vous le pouvez et dans la mesure du possible, de faire des stages parce qu'il n'y a que là où vous vous rendez compte dans la pratique vraiment de ce que vous allez aimer ou moins aimer et de ce qui correspond à vos attentes. C'est en réalisant des stages. Effectivement, j'ai pu réaliser un stage en juridiction et je me suis aperçue qu'être magistrat, du haut de mes, je sais plus, 20-25 ans, c'était une fonction qui était délicate et compliquée parce que j'estimais que j'avais pas suffisamment peut-être de recul ou sur la vie en général peut-être pour pouvoir prendre une décision. Parce que prendre une décision, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lourd de conséquences, notamment dans les matières qui m'affectionnent, à savoir le droit pénal notamment. Envoyer quelqu'un en détention pour plusieurs années, c'est quand même pas évident. Et du coup, je me suis plutôt orientée à ce moment-là vers la profession d'avocat. Voilà, je pense que je vais peut-être laisser la parole pour pas monopoliser le temps à mes confrères, mais en gros, mon parcours. J'enchaîne. Non, mais nous buvons tes paroles. Ah oui, maître, bah oui. Stéphanie. Moi, je suis passionné par ton discours. Oui, c'est vrai. Alors déjà, pour commencer, je vous remercie. Alors, je sais pas si vous nous entendez, même sans le micro. Ouais, pas de souci. Je pense qu'on est tous unanimes pour remercier déjà l'association Parlons Avenir de nous avoir accueillis dans l'amphithéâtre Malraux, amphithéâtre que nous avons fréquenté en tant qu'étudiant il y a un certain nombre d'années. Je suis assez intimidé pour le coup d'être face à vous et notamment d'être à côté de Maître Devers qui était mon professeur également en droit international privé, ce qui ne le rajeunira certes pas, mais voilà, c'est intimidant de se retrouver avec ce professeur expérimenté en droit international privé. Et quel professeur, j'ai envie de vous dire. Recentrons le débat sur les questions qui ont été posées par votre association, sur la raison pour laquelle j'ai choisi d'être avocat. Deux raisons principales. Une première raison qui est intime, que je ne dévoilerai pas au risque de vous décevoir. Une deuxième raison qui est celle que vous a évoquée mon confrère Stéphania. Je pense que c'est la pratique finalement lorsqu'on est à la faculté de droit qui nous fait nous orienter nos propres choix. Notamment les stages que l'on réalise à la fois dans les juridictions, au sein de cabinets d'avocats, dans des études d'huissiers, dans des études de notaire. Voilà, ce genre de stages, à mon sens, permettent davantage que les cours théoriques de nous orienter vers nos choix professionnels. Après, il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes à la faculté, on a tous le même tronc commun et qu'après, on diverge en fonction de nos sensibilités particulières. Je disais parfois des sensibilités qui sont propres à chacun, mais aussi à l'affection qu'on peut porter pour défendre quelqu'un devant un tribunal ou de prendre une décision à un moment donné qui changera la vie du justiciable. Voilà, pour ma part, c'est effectivement, je pense, cette raison intime et également ce qu'a évoqué Maître Stéphania, à savoir les stages qui m'ont fait m'orienter vers le métier d'avocat. Votre deuxième question était, est-ce que j'ai la mémoire courte? Par rapport à votre parcours universitaire. Le parcours universitaire. Alors, le même que Maître Stéphania, j'étais étudiant à l'université Jean Moulin Lyon 3. Au départ à la manufacture des tabacs, puis ensuite sur les quais en Master 1 et Master 2. J'ai passé le Master 1 droit privé judiciaire, le Master 2 profession judiciaire, qui est un master qui sert pour le coup à préparer les concours de la magistrature. Le CRFPA que nous avons passé, Marina et moi, peut-être Maître Devers aussi, non, qui a bénéficié de la passerelle. Qui a bénéficié de la passerelle. Je ne jugerai pas puisque j'en étais sûr. Non, et voilà. Donc après le CRFPA, effectivement 2 ans de théorie, 2 stages hors cabinet d'avocat et 2 stages en cabinet d'avocat.
Voilà, parcours classique, sans remarque particulière par rapport à ce que vous a dit maître Stéphania. Bien. Alors, déjà, je veux vraiment remercier l'association et puis les étudiants d'organiser ces événements. Je trouve ça vraiment superbe. Dans le métro, je discutais avec Flavien, qui est élève avocat, et je disais que je suis impressionné parce qu'il n'y avait pas ce dynamisme-là des associations étudiantes à mon époque. On n'avait jamais ce type d'événement et je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire. Alors après, moi, mon parcours, vous le savez, donc je suis un peu hybride. Je suis maître de conférence dans cette maison. Et pourquoi j'en suis arrivé à devenir avocat sur le tard, puisque du coup, ça fait 10 ans que je suis avocat. Euh, Ça va faire très cliché ce que je vais vous dire. C'est qu'en fait, mon père est avocat et j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Il a été impliqué dans des affaires qui étaient très médiatisées, donc j'en ai entendu parler. C'était des affaires passionnantes dont je peux pas parler, hein, mais même si elles étaient sur la place publique. Et puis ça m'a inoculé le virus. Et il s'est trouvé que en master 2, j'ai toujours donc eu ce souhait. Et en master 2, j'ai croisé la route d'une grande professeure qui était Jacqueline Reblin de Vichy, qui m'avait accepté dans son master 2, puis ensuite la route d'un grand professeur, Hugues Fulchiron, qui m'a pris en thèse. Et donc j'ai fait un écart de conduite. Et donc j'ai commencé une thèse, et puis cette thèse s'est plutôt bien passée. Ensuite, j'ai été recruté, je suis devenu maître de conférence, et puis ça fait un certain nombre d'années. Et voilà, ce petit virus n'a pas disparu. Et puis à un moment donné, j'avais quand même le sentiment de passer peut-être à côté d'une partie de ce qui pourrait être ma vie. Et donc, j'ai demandé l'intégration. Et donc, je suis effectivement ce qu'on appelle un avocat passerelle, un avocat transfuge. Je suis passé, grâce à cette passerelle, vers le barreau. Et j'en suis extrêmement reconnaissant au barreau parce que j'ai une deuxième carrière professionnelle qui est passionnante, où je prends énormément de plaisir. Voilà, je pense avoir fait peut-être le tour. Oui, très bien, parfait. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur une deuxième question que je vais adresser à maître Stéphania. Maintenant, pour avoir en réalité une vision plus concrète du métier d'avocat, comment s'organise la vie professionnelle d'un avocat? Comment se déroule la journée typique d'un avocat? C'est une grande question. La journée type, il y en a pas. Je pense que mes confrères partageront mon point de vue. Effectivement, alors surtout quand on exerce dans des domaines comme le droit pénal et le droit de la famille, une journée type, il n'y en a absolument pas parce que d'ailleurs j'ai également une élève avocate qui est en stage à mon cabinet, qui est présente et qui pourra effectivement vous le dire. Ça peut tout à fait être une journée au cabinet où on va prendre connaissance de de courriers, rédiger des actes, etc. Comme ça peut, comme la journée peut basculer à un instant T avec un appel d'un commissariat, Monsieur machin est en garde à vue, est-ce que vous souhaitez l'assister? Donc là, ben, voilà, on bouleverse le programme et effectivement, on est amené à intervenir souvent dans l'urgence. Les journées, elles sont aussi rythmées, bien évidemment, par les audiences. Et on s'en entretenait tout à l'heure avec mes confrères. C'est vrai moi, j'interviens à la fois en droit pénal et droit de la famille, et pas exclusivement, mais essentiellement quand même sur Lyon. Et on sait qu'en droit de la famille, par exemple, les audiences, c'est plutôt le matin, et en droit pénal, les audiences sont plutôt l'après-midi. Quoique la chambre d'instruction, c'est le matin, et ce qui fait que j'ai des journées qui peuvent être vraiment entre le matin, l'après-midi, je peux avoir des audiences et courir un petit peu partout. Il y a des journées qui sont un peu sport, donc il n'y a pas de journée type, et c'est ce qui me plaît clairement. Enfin moi, pour le coup, c'est une des parties, une des raisons pour lesquelles aussi j'ai souhaité devenir avocat, c'est parce qu'on n'a pas, clairement, on fait pas du 9h-17h et puis à être derrière son bureau et derrière un ordinateur. On est vraiment amené en fonction en fonction du client, en fonction des rendez-vous, parce qu'il y a aussi les rendez-vous avec les clients. Qu'il faut caler au milieu de ces audiences et de ces études de dossier, parce qu'il faut aussi prendre ce temps-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de journée type, et c'est vraiment ce
ce qui est intéressant parce que si vous êtes dans votre personnalité finalement, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les choses réglées et qui aimait au contraire que ça puisse être un petit peu le tourbillon de chaque instant, la profession pour le coup peut correspondre à ce type de personnalité. Du coup, maintenant, merci beaucoup pour cette Je vous en réponse. prie. Nous allons passer à une troisième question. Cette fois, je vais adresser à Maître Jeannot. Donc, comme vous l'avez annoncé, pour devenir avocat, on peut passer le concours du barreau, on peut faire ça, passerelle, on a compris. Néanmoins, pouvez-vous Il n'y nous a pas de critique là-dedans. Non, C'est aucune un critique. simple constat. Néanmoins, pouvez-vous nous expliquer brièvement quel master faire pour pouvoir prétendre passer un tel concours, comment s'y préparer et en quoi consiste-t-il? Quel master? Je ne suis pas certain qu'il y ait un master prédestiné pour passer tel type de concours. Après, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut, parce que vous voulez être avocat, choisir un master en fonction de ça. Il faut déjà faire étape par étape, c'est-à-dire choisir un master en fonction d'une discipline que vous affectionnez. Parce que sinon, à mon sens, on risque d'aller vers l'erreur. Concernant le master, moi, que j'ai passé, c'était un master spécialisé en procédure, c'est-à-dire que j'ai réalisé de la procédure pénale, de la procédure civile, de la procédure du droit de l'Union européenne, la procédure administrative, ce qui m'a fait prendre de l'avance sur les révisions pour passer le CRFPA. Donc, c'est un master 2, donc le master de profession judiciaire dont je parlais tout à l'heure, est un master qui a pour objectif donc d'avancer les étudiants vers les concours, mais je me suis jamais dit qu'il fallait que j'aie ce master-là pour prétendre au CRFPA ou à l'École nationale de la magistrature. Je pense que déjà, étape par étape, choisir une matière ou alors une discipline qu'on affectionne et de poursuivre là-dedans. Après, quel conseil donner sur le choix à suivre concernant les concours que vous souhaitez passer? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas faire les choix à votre place. C'est en fonction de vous, ce que vous avez envie de faire, de vous, comment vous avez envie de vous investir, parce que c'est un réel investissement. Je reprends ce que disait Maître Stéphania, c'est un métier passion avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Les avantages, c'est que effectivement les journées ne se ressemblent pas. Les inconvénients, c'est que les journées sont longues. Les dossiers, nous les avons 24 heures sur 24 dans notre esprit. Et ça, il faut essayer de vivre avec. Alors, je pense qu'avocat ou magistrat, l'hypothèse est la même. Mais en tout cas, c'est le suivi de vos stages, je pense, pour revenir à ce que je disais, qui vous orientera vers le choix des concours que vous souhaitez passer. Alors après, on a plus à l'idée l'examen, concours d'avocat, mais bon. examen, concours, c'est pas trop. On n'a jamais su ce que c'était vraiment. L'examen du CRFPA ou l'École nationale de la magistrature. Il y a bien d'autres choses que cela. Il y a les concours d'huissier de justice, les concours pour être notaire, les concours pour être commissaire-priseur, commissaire de police. Voilà, il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont proches de la justice que le métier d'avocat ou le métier de magistrat. Très bien. Si j'ai répondu à votre Oui, question. mais du coup, vous avez déjà évoqué, tous, et je pense que cette question s'adresse à vous tous, vous avez évoqué le fait que on ne choisit pas forcément un master pour devenir avocat, qu'il n'y a pas un master spécifique, mais que c'était plutôt une matière. Et en l'occurrence, nous savons que vous êtes du coup spécialisé, Maître Jeannot, en droit pénal, vous, Maître Stéphania, en droit pénal et droit de la famille, et vous, Monsieur Maître Devers, en droit de la famille. Et comment avez-vous eu envie quelles a été vos motivations, vos raisons personnelles qui vous ont poussé à choisir cette spécialisation et cette matière? Comment est-ce que vous avez été attaché à cette matière? Non. C'est une question qui est compliquée, hein. Je sais pas, c'est une tournure d'esprit. Moi, c'était très clair à la fin de la première année, le droit public, moi, c'était du mandarin. J'y comprenais rien. Enfin, puis encore maintenant, quand quelqu'un vient voir avec un dossier de droit public, je sors une gousse d'ail et une croix parce que voilà. Donc non, je pense que en fait, au fur et à mesure de vos avancées L1, L2, L3, il y a beaucoup de choses qui se décantent.
il y a des affinités qui vont se révéler. Moi, je sais que, par exemple, dans le droit privé, le droit des affaires, ça m'a jamais passionné. J'ai compris, mais ça m'a jamais intéressé. Alors que quand je suis arrivé au droit de la famille, à l'époque, c'était en licence. Pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit: «Mais c'est une matière qui est passionnante. Il y a du fait, il y a du droit, il y a des problématiques humaines». Sans doute dans d'autres matières, mais en tout cas, celle-là, ça m'a parlé et je pense que je me suis retrouvé dans cette matière-là, comme d'autres se retrouveront en droit pénal, en droit fiscal, en droit des sociétés. Donc pour moi, c'est une rencontre avec une matière, aussi avec un enseignant. C'est vrai que l'enseignant en droit de la famille, ça avait été, ça avait été un choc, en droit international privé aussi. Et donc c'est peut-être la matière, l'enseignant qui font qu'à un moment donné, il y a une sensibilité qui se révèle. Voilà. En tout cas pour ma part, ça s'est fait comme ça. Que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Si, à moins que vous La ayez parole est à la défense, maître Jeannot. Merci Madame la Présidente. Non, mais pour répondre à votre question, pourquoi le droit pénal? Alors déjà, une correction à ce que vous avez dit, je ne suis pas spécialisé en droit pénal, parce que c'est important. Je pratique le droit pénal, puisque la spécialisation est quelque chose que nous passons éventuellement, ce n'est pas une obligation pour traiter le droit pénal, ou le droit de la famille, ou n'importe quelle matière, mais c'est quelque chose qui est conventionné avec le Conseil national des barreaux, qui est un examen supplémentaire pour être spécialisé. Donc, avocat, on peut exercer dans n'importe quelle discipline. Le métier d'avocat permet cela, mais la spécialisation, c'est autre chose. Donc, je pratique exclusivement le droit pénal sans pour autant être spécialisé en droit pénal. Je pense que c'est important quand même de le mentionner. Le droit pénal, pourquoi? Déjà pour l'adrénaline de l'audience, je pense, parce que c'est l'essence même, je pense que vous le savez, hein, du droit pénal. C'est là où tout va se jouer pour la personne que l'on assiste. Alors, personne que l'on assiste, même si on a tendance à évoquer la défense de celui qui est accusé, etc., n'oubliez pas que la défense, c'est aussi celui qui est victime des faits qu'il reproche à la personne qui est prévenue ou accusée. Il y a toute une partie de ce domaine-là qui est notamment une partie de la clientèle de maître Stéphania qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire qu'on peut être avocat en droit pénal et faire exclusivement du droit des victimes, faire exclusivement, parce que ça arrive, il me semble que Jean-Félix Luciani, éminent confrère en droit pénal à Lyon, ne fait que du droit des prévenus et des accusés, jamais de partie civile, c'est un choix. Après, le droit pénal, oui, pour l'adrénaline de l'audience, pour les enjeux que ça peut comporter pour les gens. Je ne vais pas dire qu'il y a une hiérarchie puisqu'il n'y en a pas entre les différentes disciplines, mais c'est vrai que d'entendre un procureur de la République ou un avocat général lorsque nous sommes à la cour d'assises demander des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à l'égard de quelqu'un, on a toujours le sentiment, pour le coup, d'être utile à quelque chose. Voilà, c'est peut-être aussi le sentiment, là où je me sens peut-être le mieux dans mon exercice professionnel aussi, c'est certainement ça. Mais le premier point, je pense que c'est pour l'audience que je le fais, parce que c'est là où vraiment j'ai le sentiment que les choses se jouent et que l'impact de l'avocat est le plus satisfaisant. Autre chose aussi qui est très important à mon sens dans notre métier, aujourd'hui, on a une société qui vit dans l'accélération, notamment à l'égard des réseaux sociaux, où plus personne ne s'écoute. Et il s'avère, même si nous ne sommes pas forcément écoutés par les magistrats, que l'audience est encore un espace de parole où les personnes ne peuvent pas être interrompues. Pardon. Et ça, je trouve que c'est très important de se le rappeler, c'est-à-dire que l'audience, vous pouvez dire ce que vous voulez en restant bien évidemment dans le domaine de la loi, sans être interrompu par votre confrère, adversaire le cas échéant, par le procureur de la République si vous êtes en défense et votre adversaire, et également par les magistrats. Exception, bien évidemment, lorsque nous sommes trop longs, par exemple, nous sommes interrompus par les magistrats. Mais en soi, on a un espace de parole qui se joue dans l'arène judiciaire qui est appréciable et qui, à mon sens, va en se déclinant en fonction des avancées de la société, puisque il me semble que c'est l'un des derniers espaces de parole assez libres, sans avoir l'hypothèse d'être interrompu par quelqu'un. Vous, maître Stéphanie? Oui, je partage tout à fait ce qui vient de vous être dit par Tristan. Effectivement, le poids des mots
Je pense que le choix des mots, de redonner, finalement, une autre, façon d'appréhender, quand on va plaider, c'est vraiment, raconter une histoire avec là où la personne ne serait peut-être pas capable de le faire elle-même, en lui re avec des mots finalement, et c'est là où peut-être un conseil, je ne sais pas si la question va être posée ou pas, mais un conseil que je pourrais vous donner, c'est de développer votre culture, de lire, de vraiment de vous intéresser à un maximum de choses, parce que c'est à travers, cette plaidoirie, que ce que vient de vous développer, maître Janot, c'est qu'effectivement, quand on exerce en pénal, il va falloir qu'on convainque, qu'on soit convaincant et qu'on soit entendu. Alors même si parfois on nous coupe la parole, le fait est que normalement le principe est qu'on a un temps de parole, illimité, surtout quand on exerce les droits de la défense, et à ce moment-là, l'idée c'est vraiment d'essayer d'être entendu et d'essayer d'apporter une plus-value, d'essayer d'être, si vous voulez pas être un avocat, on va dire, qui se contente de relire un dossier là où tout le monde a le même dossier sous les yeux. L'idée, c'est peut-être aussi d'apporter un peu de hauteur, et puis des fois, il y a des enjeux vraiment de société. Il y a vraiment des très belles plaidoiries et des enjeux vraiment avec des enjeux réellement importants. Et le poids des mots, cette forme d'adrénaline et d'appréhension qu'on a tous quand on va prendre la parole, que ce soit pour un accusé, un prévenu ou une partie civile. Moi, j'étais aux assises là en début de semaine, et vraiment, c'est quelque chose. Quand vous vous levez pour prendre la parole, vous êtes, c'est une émotion que j'ai jamais retrouvée ailleurs en fait. Et c'est un vrai métier de passion en fait. Et je pense que quand vous voyez cette cour, les jurés qui sont tous à votre écoute, ben, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de leur expliquer, vous avez envie vraiment de, voilà, de faire en sorte que votre parole soit entendue, et quand ils vont partir délibérer, ils auront encore les mots qui résonnent, des mots que vous avez pu prononcer. Donc je pense que voilà, je sais plus quelle était la question. Je pense que j'ai un peu dévié, mais mais C'est voilà. parfait. Très bien. Et du coup, nous allons continuer avec je crois, cinquième question, ou non, quatrième question que je voudrais adresser à Maître Devers. Donc, comme vous l'avez énoncé, Maître Janot, mais aussi Maître Stéphania, il est possible de devenir magistrat. Et ainsi, je souhaitais continuer un peu plus sur cette route-là. Nous savons, donc, par le biais de nos études par le biais de nos études, que les études de droit mènent à d'autres parcours, notamment la magistrature. Ainsi, quels sont les parcours universitaires pour prétendre devenir magistrat, et en quoi consiste le concours de l'ENM, où s'y préparer et comment s'y préparer? Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur interlocuteur pour la question. Le concours de la magistrature, bah, c'est l'un des plus beaux concours, hein, de la fonction publique, avec un niveau de sélection, je crois qu'on est pas très loin de l'ENA, donc c'est vraiment un concours éminemment difficile. Vous le préparez en fin de 4e année. Généralement, les étudiants prennent 1 an plein, pour le préparer. Une préparation vous est proposée ici à Lyon 3 par l'IEJ. Certains étudiants font des préparations privées, en distanciel, en présentiel. Et puis ensuite, la scolarité, une fois que vous avez intégré l'école, la scolarité se fait en partie à l'école à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, et puis en partie en juridiction, parce que c'est un petit peu comme l'école des avocats, hein, il faut commencer à pratiquer. Et alors après, malheureusement, je ne peux pas rentrer dans plus de détails, hein, sur les modalités de formation et les temps de formation, parce que j'avoue que je sais que ça a changé, et je me garderai d'avancer trop et plus loin. Euh, Ce que je peux peut-être simplement dire, c'est que c'est un métier auquel on renonce parfois, en se disant c'est trop sélectif, et puis je vais faire avocat, parce que c'est plus facile. Euh, non, si vous avez un rêve qui est de devenir magistrat, il faut y aller, et puis se dire que oui, ce sera difficile, oui, ce sera douloureux, oui, c'est sélectif, peut-être qu'on échouera, mais enfin, renoncer à un rêve, je crois que c'est le pire. Euh, Ensuite, il faut être réaliste et se dire qu'il faut prévoir peut-être un plan B. Euh, et il y a plein de plans B qui sont passionnants, donc voilà. Bien, merci.
Du coup, nous allons enchaîner avec une 6e question qui est un peu plus large et qui regroupe, je pense, beaucoup de métiers, et c'est pourquoi je vous laisserai vous distribuer la parole. Donc, comme vous l'avez évoqué, Maître Giano, il existe d'autres métiers qu'avocat ou magistrat, notamment notaire, huissier, mais il est aussi possible de faire des études d'avocat et peut-être ou des études de droit notamment, et de travailler en entreprise. Et j'aimerais du coup savoir en quoi consistent ces différents travails et en réalité, quels autres métiers nous offrent les études de droit autres qu'avocats et magistrats? C'est une grande question. Non, bah, je pense qu'en faisant des études de droit, vous pouvez à peu près tout faire. Enfin, je me permets de dire ça, mais vous n'êtes pas cantonné à un aspect juridique, parce que je pense qu'il y a aussi dans les études de droit, enfin dans mes souvenirs, il y avait quand même pas mal aussi de cours qui n'étaient pas strictement du droit à proprement parler, et je pense que c'est aussi une manière de raisonner qu'on vous apprend, donc déjà bon, après il va falloir à un moment donné, je pense, peut-être s'orienter, se spécialiser, mais vous avez évoqué notaire, huissier, oui, forcément on pense à ces professions-là, mais il y a tout ce qui est juriste entreprise, tout ce qui est juriste même, bah, dans les associations, comme, moi effectivement je travaille beaucoup avec les victimes, bah, il y a des associations, d'aide aux victimes, au sein desquelles il y a des juristes par exemple. Après on peut penser, magistrature qu'on vient d'évoquer, mais on peut penser, peut-être aussi, simplement, s'orienter après avoir fait, parce que là je sais pas, les étudiants ici, vous êtes plutôt en 2e année, 3e année, Par exemple, moi, je suis en L1, mais je pense que dans notre amphithéâtre, il y a des personnes en L2 ou en L3 Ouais. et peut-être même en master, je ne sais pas. Oui, bah, enfin, après la manufacture, normalement, on est plutôt en licence, mais je sais pas si. Donc après, vous pouvez tout à fait. Enfin, moi, je connais plein de personnes qui ont fait une licence de droit, puis qui finalement vont aller faire un master de toute autre chose, hein. Donc je suis pas sûre qu'on soit obligé de rester. Mais si on reste sur les métiers qui sont vraiment en lien avec le droit, effectivement, ça ouvre pas mal de possibilités, mais les énumérer, faire un inventaire à l'après-vert, je crois que j'en serais incapable, mais sauf si mes confrères ont plus Non, 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 non. d'idées, mais Pas mieux, pas mieux. Non, mais vous pouvez devenir ministre de la Justice ou président de la République. voilà. Enfin, les juristes sont de partout, hein. Et je ne vais pas citer une artiste en particulier, mais enfin, on a une consoeur qui a, c'est le titre de son spectacle, Quitter la robe, et qui Oui, aujourd'hui, c'est vrai. voilà, donc tout est possible. On comprend donc que même si on souhaite faire des études pour devenir avocat ou qu'on entreprend ces études-là, on réalise quand même que c'est des études qui peuvent nous permettre de travailler dans plein de métiers différents, et que même si on souhaite devenir avocat, il est possible de se reconvertir ou de partir dans un autre domaine, par exemple travailler en entreprise ou ce genre de Bien choses. sûr. Après, on a au barreau, dans les 5 ans, je crois, après la prestation de serment, beaucoup de nos confrères qui changent d'orientation professionnelle. Soit qui partent en entreprise pour devenir juriste d'entreprise avec des postes qui peuvent être assez intéressants, hein, parfois, des postes haut placés dans des entreprises qui ont parfois pignon sur rue. Le simple fait d'avoir, on va parler pour nous, mais le titre d'avocat ne prive pas après, si jamais vous n'êtes pas satisfait dans ce métier-là, de ne pas changer votre orientation professionnelle en ouvrant un bar à vin, en allant dans une entreprise. Je pensais plutôt rester dans le milieu du droit. Le mais- bar à vin, ça vous. Non, pas Vraiment. trop. Bon. Non, puis là on parle que du privé, mais il y a la fonction publique Oui, la aussi, fonction hein, publique, donc bien sûr. on l'a pas évoqué, mais parce Mm. qu'on avait compris qu'on avait quelqu'un qui était très réfractaire Ah non. au droit public, mais non, mais enfin dans la fonction publique, vous avez tout un tas de postes à pourvoir, enfin par exemple, hein. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que même si vous faites des études de droit, vous vous enfermez pas, à mon sens, dans une voie sans issue. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait à un moment donné de votre exercice professionnel, tout simplement, je ne vais pas être rien comme Spinoza, mais si vous n'êtes pas heureux et si vous n'avez pas de bonheur dans ce que vous faites, vous êtes libre de changer. Ce qui est plutôt une voie de secours psychologique assez importante. C'est-à-dire que si à un moment donné, le métier que vous avez choisi ne vous convient pas, les études que vous avez faites
vous permettent de vous réorienter peut-être plus facilement que sur, je sais pas, des études par exemple d'histoire ou des études peut-être sur des métiers un peu plus fermés. Le droit permet, à mon sens, et je pense qu'on est assez d'accord Oui. là-dessus, d'avoir une orientation professionnelle assez multiple qui permet, si jamais, voilà, un jour vous voulez changer d'orientation professionnelle, de le faire un peu plus facilement. Très bien, merci. Et enfin, pour une septième question, comme nous étudions pour la plupart dans cette salle le droit, nous savons bien à quel point c'est une matière importante qui touche à bon nombre de clivages de notre société, que l'on peut évidemment défendre par le droit. Ainsi, avez-vous des causes qui vous tiennent à cœur et que vous essayez de défendre à travers votre métier? Peut-être, du coup, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, moi, on va dire, c'est un sujet d'actualité, mais en ce moment, j'ai vraiment une cause qui me tient à cœur, c'est les violences faites aux femmes. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal développé mon activité autour de ça, autour de cette question-là alors, heureusement aujourd'hui, on a un petit peu de médiatisation qui commence à arriver et qui fait peut-être en sorte que les choses évoluent et bougent, mais malheureusement, encore à l'heure actuelle, je me retrouve avec des plaintes qui sont refusées, avec un cheminement très compliqué des victimes de violences conjugales et j'essaye, de développer, alors à ma modeste place, hein, de développer peut-être, des alternatives et pour qu'on puisse évoluer sur ce sujet-là. Donc c'est avec des associations, avec des confrères, on essaye effectivement de faire en sorte que, ça puisse être plus facile, aujourd'hui pour une victime d'être reconnue dans cette place de victime parce qu'on sait qu'il y a nombreuses plaintes, une fois qu'elles sont reçues, parce qu'on passe le moment où on les a refusées, qui, vont, finalement être classées sans suite et puis, derrière, il y a un cheminement qui est, très difficile. C'est un accompagnement qui se fait vraiment alors c'est pour ça aussi que mon activité, elle se divise entre le droit pénal et le droit de la famille parce que, alors oui, c'est les assister dans le cadre d'une procédure pénale en tant que partie civile, en tant que victime, les accompagner dans cette démarche pour qu'elles soient reconnues en qualité de victimes et protégées. Ça passe par des interdictions de contact, entre l'auteur et elle notamment, ou interdiction de paraître aux abords de son domicile. Mais on a aussi tout un aspect avec, la vie familiale de cette victime et les enfants et où il va falloir, devant un juge aux affaires familiales, cadrer les choses pour que, la personne, qui, a pu se montrer violente, avec, cette femme, qui est quand même le père de ses enfants puissent voir ses enfants, mais de manière sécurisée, adaptée, par exemple. Donc c'est une cause qui me tient à cœur et j'essaye de faire en sorte de les soutenir du début à la fin en sachant que bien souvent ça dure des années que c'est compliqué parce qu'on sait aussi que les victimes, notamment quand elles sont mariées et depuis des années qu'elles ont des enfants, il est compliqué pour elles du jour au lendemain de se séparer totalement et de plus entrer en contact de quelque manière que ce soit avec l'auteur parce qu'il y a des sentiments au milieu de tout ça, qu'elles font des rechutes et qu'à ce moment-là, il faut être capable d'être là aussi pour les soutenir sans jugement. Et les accompagner, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est une cause qui est très prenante. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un métier, et ce que Tristan vous disait tout à l'heure, un métier de passion, parce il faut être disponible, il faut être à l'écoute et il faut pouvoir, à tout instant, pouvoir les accompagner jusqu'au bout et pas les abandonner en cours de route parce que ça peut arriver qu'il y ait des dossiers où on a des profils vraiment très très inquiétants du côté de la partie adverse et ça peut vraiment être lourd, même pour nous quand Tristan évoquait aussi tout à l'heure le fait qu'on ait ces dossiers tout le temps un petit peu quand même dans l'esprit quand on rentre chez soi le soir. Oui, effectivement, on quitte la robe, mais on ferme la porte du cabinet, mais il nous reste quand même des briefs et plus que des briefs de ce qui s'est passé dans la journée à l'esprit. C'est c'est compliqué, mais quand il y a une cause qui nous tient à cœur, je pense qu'on le fait et avec passion jusqu'au bout, sans même vraiment s'en rendre compte, quoi. Si. Ah non, moi je pense que tout a été très bien dit. Donc, Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses.
Euh, c'est peut-être un peu passé du coq à l'âne, mais j'avais du coup, une autre question à ajouter, qui était par rapport à l'insertion professionnelle. Je pense qu'en ayant discuté avec certaines personnes qui étaient en master ou en L3 et qui pensaient devenir avocat et qui avaient discuté avec des avocats, comment se passe cette insertion professionnelle de rentrer dans le métier d'avocat, la collaboration, qu'est-ce qui se passe réellement autour de ça? Alors, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Lorsque vous allez prêter serment, vous allez avoir, alors il me semble, mais ça a peut-être changé depuis, parce que peut-être plus forcément à jour, mais vous avez 2 modes d'exercice, soit le mode de la collaboration, soit le mode de l'exercice individuel. Alors, peut-être que je me trompe, puisqu'il me semble que désormais nous sommes obligés d'avoir une collaboration Ah, pour pouvoir exercer. Alors, je peut-être. sais qu'il y a certaines promotions qui ont eu cette obligation-là. Bon, on va partir du principe qu'on peut faire le choix, soit de l'individuel, soit de la collaboration. Je pense que c'est vous rendre service de collaborer avec quelqu'un dans vos premières années d'exercice, parce que ce métier ne peut pas s'apprendre tout seul. On est tous passés par le stade où on avait quelqu'un qui nous chaperonne, et je pense que c'est l'une des périodes les plus importantes de votre vie professionnelle, parce que ce métier est d'une exigence telle que de supporter la responsabilité que peut avoir un avocat dans la vie des gens et la responsabilité personnelle que l'on peut avoir lorsque nous assistons ces personnes-là est tellement importante qu'il faut qu'on soit épaulé au départ. Épaulé à la fois sur de la stratégie de défense, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, épaulé aussi sur la connaissance du palais de justice, parce que le palais de justice est un monde à part, en soi, qu'il faut connaître et pratiquer avec quelqu'un qui est expérimenté pour pouvoir en apprécier toutes les facettes, si on peut le dire ainsi. Et également, c'est très important pour se présenter auprès des magistrats, se présenter auprès des confrères, d'avoir quelqu'un qui fasse le lien. Voilà, on n'arrive pas du jour au lendemain en ayant prêté serment, en voulant changer le monde, en se disant qu'on a les arguments juridiques qui vont faire que on sera le futur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ce que vous voulez. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a une phase d'apprentissage qui ne s'apprend pas à la faculté, qui ne s'apprend pas à l'école des avocats, malheureusement, mais qui s'apprend en exerçant, et surtout pour ma part en droit pénal, en plaidant les dossiers. C'est là où on va commencer à comprendre les mécanismes, utiliser parfois, parce que ça nous arrive, des ficelles oratoires. Mais cette expérience, à mon sens, c'est mon sentiment, peut-être que mes confrères me diront, mais on ne peut pas l'expérimenter seul. Il faut l'expérimenter avec quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience. Voilà. Moi, pour parler de ma prestation de serment, donc le 12 décembre 2016, donc exercice au 1er janvier 2017, j'ai fait le choix d'être à temps partiel en collaboration. C'est-à-dire que j'avais 50% du temps où je travaillais les dossiers de mon collaborant, et 50% du temps où je travaillais mes propres dossiers. Alors, le 1er janvier 2017, j'avais 0 propre dossier, donc 50% du temps n'existait pas me concernant, mais au fur et à mesure, voilà, le développement de l'activité vient, mais j'avais quand même cette roue de secours, entre guillemets, lorsque je traitais mes propres dossiers, d'avoir le regard de quelqu'un de plus expérimenté qui pouvait me dire, là tu te trompes, va dans le mur, ça ne sert à rien d'aller sur cette stratégie-là, pardon. Donc, je pense voilà, en toute franchise, et c'est un conseil que je vous donne, même si vous avez le sentiment que c'est ce que vous voulez faire, vous avez le sentiment qu'être avocat, c'est là où vous vous sentirez peut-être le mieux dans votre exercice professionnel et dans votre vie quotidienne, soyez épaulé, soyez assisté dès le début, parce que c'est essentiel. Très bien, merci. Merci encore pour vos réponses. Maintenant, nous allons passer à une seconde partie de questions, et du coup, je laisse la parole à ma collaboratrice, Kim. Merci. J'aurais une question à ajouter avant qu'on passe au conseil pour les étudiants. Donc, ce serait pour maître de verre. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à concilier la profession de maître de conférence et le métier d'avocat? Alors, mais alors, je réponds volontiers à la question, mais du coup, on est d'accord que moi j'ai un exercice qui est particulier, hein. On dit toujours
la profession absorbe en entier son homme ou sa femme, que l'avocat allait à plus de 24 heures par jour. Alors c'est vrai que moi j'ai un exercice qui est particulier. Je suis parfois avec vous en amphithéâtre, dans un exercice universitaire, et puis une autre partie du temps en cabinet. Comment on y arrive? Bah, on y arrive en étant je vais dire, excessivement bien organisé, sinon c'est absolument ingérable, et puis en étant bien accompagné. On a parlé de la collaboration. Moi j'ai une collaboratrice qui est merveilleuse, très efficace, hyper carré, très investie. Et aujourd'hui, je pourrais plus travailler sans être accompagné. Ce serait impossible. Comment on y arrive? Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les journées sont excessivement longues. Elles commencent très tôt le matin, elles terminent le soir. Alors, on part raisonnablement pas avant 19 heures, ça c'est évident. Et puis la journée, bah, elle est dense. Voilà. Donc, D'accord, merci. Et du coup, là, j'ai une dernière question qui est destinée à tous les trois. Quelle est la valeur la plus importante dans la fonction que vous exercez? On en a 5. Oui. Dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Je pense qu'effectivement, c'est notre serment et je pense que ça retrace les valeurs essentielles. L'humanité, moi, je pense que j'aurais dit humanité. Ouais, parce Non, que, j'aurais dit la même chose. Alors après, valeur, ça dépend ce que vous entendez par là. Est-ce que c'est plutôt en termes de qualité professionnelle que vous évoquez votre question, ou est-ce que c'est plus en fonction de, je sais pas, du rapport avec les gens, avec les justiciables? Ça serait plus en lien avec le rapport avec les justiciables. Oui, bah voilà. Mmh. Alors, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il faut beaucoup de patience. d'écoute, de Beaucoup de patience. patience, d'écoute. On doit avoir une part de psychologie très importante dans notre métier, parce que le métier d'avocat, nous sommes les comptables des décisions qui sont rendues par les juges, et nous sommes les intermédiaires entre celui qui décide et celui qui reçoit la décision. Sauf que très souvent, et quotidiennement même, nous recevons des décisions, alors surtout au pénal, qui sont mauvaises, parce que s'il y en a parmi vous qui souhaitent exercer en matière pénale, il faut partir du principe que notre vie professionnelle est rythmée par l'échec. Alors, c'est pas défaitiste de le dire comme ça, mais c'est une réalité qui se comprend pour des raisons propres au droit pénal. Puisque vous vous doutez bien que si nous arrivions à remettre en liberté toutes les personnes qui sont incarcérées, la société n'irait pas forcément mieux. Première chose. Mais deuxième chose aussi, c'est quelque chose qu'on doit encaisser. C'est-à-dire que peu importe que la personne soit incarcérée, victime ou prévenus dans des dossiers qui peuvent être des dossiers graves, des dossiers moins graves, nous serons toujours ceux qui doivent expliquer la décision qui a été prise par le juge. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, même si nous sommes des avocats jeunes, Stéphania, et maître de verre d'ailleurs aussi, puisque finalement... non, mais pour le coup, pour être plus sérieux, l'habitude fera qu'il faut une part de psychologie très importante avec les personnes, qui seront en majorité des personnes moins éduquées que vous, qui n'auront pas eu accès peut-être à l'éducation que vous avez peut-être eu la chance d'avoir. Et ça, il faut toujours essayer de se mettre à leur niveau de réflexion, ce que je ne veux pas cracher dans la soupe, mais ce que les magistrats parfois ne font pas, très clairement. Peut-être que vous, quand vous serez magistrat, vous le ferez, et je vous encourage d'ailleurs à le faire. Mais voilà, de la patience, de l'humanisme, oui, nécessairement, et aussi de la psychologie. De la psychologie, je trouve que c'est très important d'avoir ces valeurs-là en tête lorsqu'on conseille des personnes, autant en droit de la famille qu'en droit pénal d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'exercices dans la profession. Là, vous avez 3 exemples d'avocats plaidants, mais il faut avoir en tête qu'il y a une partie très importante de la profession qui ne fait que du conseil, qui n'ira jamais en juridiction. C'est une activité passionnante,
Et à part, et le conseil, la psychologie, la relation avec le client, c'est aussi une donnée éminemment importante, hein, quand vous faites du droit social, du droit du travail, côté employeur, que vous ne faites pas de contentieux, mais qu'il faut organiser un plan social des licenciements, accompagner un employeur, accompagner des salariés. euh, voilà. Il faut avoir une capacité d'entrer en résonance avec les gens que vous côtoyez, à les entendre, les comprendre, et puis à faire œuvre de pédagogie en leur disant qu'il y a parfois une petite distance entre le juste et le droit, et que on a parfois un sentiment d'injustice dans l'application de la règle, mais que la, la règle est telle qu'elle. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, on va passer au conseil pour les étudiants. Et c'est pour vous, maître Jeannot. Donc, nous avons vu que vous avez participé à des concours d'éloquence, dont le Mémorial de Caen, où vous avez été finaliste en 2016. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire en quoi ça consiste et en quoi peut-être ça vous a aidé dans la profession d'avocat? Alors, euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis pas certain que euh, ça m'ait apporté quelque chose dans mon activité professionnelle. Que les concours d'éloquence dont vous parlez sont des modes d'exercice totalement différentes d'une activité de plaidoirie devant un tribunal. C'est davantage un discours qu'on vient livrer à un auditoire plutôt qu'une plaidoirie devant un magistrat. Donc l'exercice est totalement différent. Mais pour répondre à votre question, alors je vous encourage à les faire. Vous savez, moi, on est tous passés par la licence, le master, et je sais pas, moi j'ai toujours été attiré par ça, par l'éloquence, l'art oratoire, et toujours on a cette barrière du stress qui me fait dire: «Mais est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que, finalement, c'est pas ça va m'apporter quelque chose, de le faire?» Je pense que si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est une expérience, assez unique de faire ces concours-là. Pour de multiples raisons, parce que ça vous permet de vous tester déjà, ça permet, de gérer un stress que vous pourrez après avoir dans votre activité, professionnelle. Après, mon parcours à moi au niveau de ces concours d'éloquence, alors j'en ai fait que 2, hein, je suis pas spécialiste, comme notre confrère Bertrand Perrier qui a écrit des livres là-dessus, sur l'éloquence. J'ai fait celui de l'école des avocats, donc que j'ai remporté au niveau de la région. Et ensuite, ce qui m'a permis d'être finaliste effectivement au Mémorial de Caen. Alors, le concours de l'école des avocats Rhône-Alpes, c'était simple, c'était des thèmes avec deux personnes qui s'opposaient, celui qui plaide le pour, celui qui plaide le contre, et au final un jury composé d'avocats, de juristes, de magistrats, voilà exactement, de magistrats tranchait entre les deux positions. Et alors le mémorial de Caen, c'est différent encore de cela, puisque le mémorial de Caen est un vrai discours fait sur les droits de l'homme, qui est une expérience aussi fascinante à réaliser, que l'on peut faire en tant qu'avocat d'ailleurs, hein, jusqu'à 5 ans d'exercice, il me semble. Et qui est un discours vraiment dans un centre historique qui est très important pour l'histoire de France, pour le coup, parce que le mémorial de Caen a une résonance très particulière pour notre histoire. Et c'est faire un discours sur un thème que l'on choisit, un thème international sur les droits de l'homme, avec un jury, pour le coup, un jury d'exception, puisque nous avions Monsieur Bilger, qui est un ancien avocat général très réputé et féroce d'ailleurs, hein, qui a été très, très longtemps, je crois, à la cour d'assises de Paris, avocat général en région parisienne en tout cas. Et oui, ça permet de se tester. Donc, très honnêtement, je reprends ce que disait Maître Devers tout à l'heure. Si vous avez des rêves, ne vous mettez pas de barrière. Si vous avez envie de participer à ces concours d'éloquence, qui sont des expériences formidables, faites-le. Vous ne serez pas ridicule. Ceux, à mon sens, qui le sont, c'est ceux qui vous jugeront en disant bah, je comprends pas pourquoi il dit ça, je comprends pas pourquoi il dit ci, etc. Vous êtes derrière le pupitre, vous faites votre discours, vous faites votre plaidoirie, vous serez toujours, à mon sens, meilleur et dans une meilleure posture que les personnes qui vous regarderont en disant moi j'aurais fait mieux. S'il fallait faire mieux, il fallait aussi venir à la chaire et faire votre plaidoirie et faire votre discours. Donc très clairement, n'y voyez
aucune honte à participer à ça. Au contraire, voyez-en une chance qui vous permet de vous tester et d'expérimenter quelque chose qui, je le disais, est formidable. Merci beaucoup. Du coup, là, je vais poser une question un peu plus générale concernant le droit. Quels conseils auriez-vous aimé savoir en tant qu'étudiant de droit et quelles sont selon vous les qualités requises? Alors, du coup, je me lance. Heu, hem, En tout cas, moi, j'ai pas de regrets parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait, à l'occasion de ma licence, pour la première fois, un stage dans une association de défense de l'environnement qui s'appelle la FRAPNA 1. À l'époque, j'étais dans l'Ain et heu et et donc j'ai pas de regrets, mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner, ce serait, sortez des facultés de droit. Mmh. Vous y êtes merveilleusement formés, hein, mais sortez des facultés de droit et puis allez en juridiction, le tribunal correctionnel, les portes sont grandes ouvertes, vous avez des sessions d'assises, bon, vous arrivez un petit peu plus tôt que les autres et puis vous aurez une place. Allez au conseil de prud'homme, les audiences sont publiques, regardez le tribunal de commerce, il y a des choses passionnantes, allez au tribunal administratif. Heu, Faites des stages en cabinet, et regardez en fait le droit vivant au-delà de vos formations et je pense que c'est le meilleur des conseils pour avoir ensuite un vrai appétit, pour, la poursuite de vos études. Oui, je pense que le principal des conseils, c'est vraiment, à mesure du possible, de faire des stages, de s'ouvrir, y compris si c'est pas nécessairement, à proprement parler dans une activité juridique. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'étudiante, j'ai dû, travailler, j'ai fait plein de petits jobs étudiants et en fait, je trouve que vraiment, ça m'a encore plus convaincue, de la profession que je voulais exercer et ça m'a permis aussi de peut-être mieux comprendre aussi, aujourd'hui mes clients. Parce que je sais par où ils sont passés, parce que j'y suis passée moi aussi et enfin, je trouve que c'est tellement enrichissant de voir enfin après c'est peut-être un point de vue personnel, mais je vous le livre, de pas rester uniquement, sur un banc de fac et puis après aller boire des canons, à la sortie des cours, C'est quand même pas mal. ce qui est quand même pas mal, mais mais malgré tout, de pouvoir aller en audience notamment, faire des stages si on en a la possibilité, mais on sait que c'est compliqué. Enfin, moi, ce qui Mmh. m'a peut-être manqué, c'est que j'ai eu du mal, notamment parce que j'ai une famille qui est pas du tout issue du milieu du droit et pour trouver des stages, comme on vous dit depuis tout à l'heure, faire des stages, c'est quand même compliqué tant qu'on n'est pas au stade d'être élève avocat ou vraiment d'apporter une plus-value à un cabinet, de venir demander un stage. Donc, bah, ce que vous disiez, maître Devers, c'est qu'effectivement, d'aller aux audiences, oui, C'est d'aller public. dans les audiences de comparution immédiate, c'est Mmh. extrêmement instructif de voir comment tout le monde interagit avec tout le monde, de voir comment se déroule une audience. Les assises, oui, mais c'est vrai que les assises, bon, c'est encore une autre Mmh. forme de solennité et une autre forme d'audience. Mmh. Mais après, aussi s'ouvrir à travers moi, je trouve que ça m'a énormément enrichi de pouvoir faire tous ces petits jobs étudiants. J'ai essayé de les diversifier pour le coup, de pas rester, par exemple, à travailler à McDo et puis rester voilà. J'ai essayé de diversifier en faisant pas mal de choses et finalement, c'est comme je le disais tout à l'heure, à l'image de la lecture, à l'image de plein de choses. Moi, j'aime bien, avoir, multiples, activités qui permettent d'enrichir aussi, après sa propre culture et je trouve que c'est aussi une plus-value et une force qu'on apporte aux clients. J'ai pas de remarques supplémentaires à faire, seulement peut-être sur, éventuellement un reproche que je ferais, sur, peut-être les enseignements que nous avons reçus, heu, notamment pour, nos domaines d'activité, Marina et moi. On nous a souvent dit que, «Ne faites pas du droit pénal, la filière est bouchée. La filière est bouchée, ne le faites pas, ça sert à rien d'y aller, n'écoutez pas ça, n'écoutez pas ça. Si vous avez envie d'exercer en droit pénal, faites-le, faites-le». Alors, je ne pas pour ma paroisse en disant ça, parce qu'en disant ça, vous êtes la concurrence qui va venir nous piquer nos magnifiques dossiers. Mais non, non, honnêtement, si vous voulez faire du droit pénal, faites-le. N'écoutez pas ceux qui vous disent oui, mais le droit pénal, de toute façon, c'est un domaine qui est phagocyté par certaines personnes.
Voilà, si vous avez envie de le faire, faites-le. Il y a de la place pour tout le monde au barreau de Lyon, très clairement, dans tous les domaines d'activité et toutes les disciplines différentes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je mettrais surtout sur le compte de l'école des avocats, où à l'école des avocats, on nous faisait surtout passer le message: ne faites pas du droit pénal, ne faites pas ce type de discipline-là, vous ne vous en sortirez pas, vous ne gagnerez pas votre vie, vous mangerez des pâtes sans sauce à la fin du mois. Enfin, non, Sans beurre. non, mais ce genre de discours, oubliez-les. Faites ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, la vie décidera, à mon sens, à votre. Pour le reste, je suis d'accord avec Marina sur les jobs étudiants. Moi, j'ai été à Carrefour, pas très loin là, d'ici, là, pendant 1 an à la caisse. Ça aide vraiment. Moi, j'ai le sentiment que ça m'a aidé, en tout cas, et que ça m'aide encore aujourd'hui. Et surtout, ce qu'a dit Marina, la lecture. La lecture est quelque chose qui, pour ma part, m'aide beaucoup, 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 beaucoup dans, je pense, l'expression orale, puisque la syntaxe, ça nous permet d'apprécier différentes manières de d'écrire, différentes manières de parler, et ça permet aussi de s'évader. Voilà, quand on disait qu'on a un métier qui nous prend 24 heures de notre temps sur des journées de 24 heures, il faut trouver des sas à côté qui nous permettent de nous évader, la lecture, le sport. Voilà, n'oubliez pas que c'est certes notre activité professionnelle, que c'est certes quelque chose qui nous prend énormément de temps, mais qu'à côté de ça, il y a d'autres choses. D'aller boire des coups le soir, d'aller en soirée étudiante, de rencontrer des gens, de faire partie du bureau des étudiants, d'aller faire les concours de plaidoirie, tout ça. Voilà, ne négligez pas ce que peut vous apporter autre chose que l'exercice de notre activité professionnelle, parce que cela nous aide de toute façon à, je pense, être meilleurs. Merci. Et enfin, dernière question avant de passer la parole aux étudiants. Comment bien faire son choix entre droit public et droit privé? Ça, Voilà. c'est pour mes Maître de verre, Je pense que la question. Alors, sincèrement, pour moi, le choix, il a été fait, mais au bout de 10 heures de droit administratif, c'était clair, quoi. Mon angoisse, c'était de savoir si j'allais avoir du droit administratif en 2e année, en licence et en master. Quand j'ai compris qu'il y avait encore un petit bout de droit administratif en 2e année et que après, ça disparaissait, je me suis dit, allez, je peux rester, mais sinon, je serais parti, hein. Non, je pense que c'est vraiment... On n'a Il y a pas de pas de publiciste, publiciste, alors c'est compliqué, mais. mais oui, Alors, peut-être une remarque brève en revanche sur la dichotomie qui est faite entre le droit public et le droit privé. Alors, c'est en 2e, 3e année de droit que le choix se fait. 3e année de droit, voilà. Pour exercer le droit pénal, je traite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de droit public, c'est-à-dire de procédures administratives. Donc, il ne faut pas oublier que si vous faites le choix, qui est un choix fait par l'université, entre droit privé et droit public, les matières aujourd'hui que nous pratiquons en tant que praticiens du droit sont tellement transversales les unes avec les autres que vous aurez peut-être, notamment en droit pénal et surtout en droit de l'administration pénitentiaire, des réflexes à avoir en droit public. Voilà. Donc, certes, il y a un choix à faire à ce moment-là parce que l'université l'impose entre droit privé et droit public. Nous avons fait le choix de faire du droit privé, mais le droit public revient à nous, même si on a cherché à l'évacuer à un moment donné. À la marge. Mais voilà, n'oubliez pas non plus que quand on exerce notre discipline, c'est pas parce que nous exerçons, pour ma part en tout cas en droit pénal, qu'il ne faut pas avoir des réflexes en procédure civile, il ne faut pas avoir des réflexes en procédure administrative, parce que cela, parfois, peut intervenir dans des dossiers sans que, a priori, nous ayons des facilités en procédure administrative. Mais pour répondre à votre question, oui, nous avons fait les trois le choix du droit privé, donc allez vers le droit privé. Il y a beaucoup de droits Sciences Po ici. Donc. De droit de sciences politiques. Ah oui, mais nous nous adressons à l'élite de la nation. Du coup, on va passer aux questions des étudiants. Donc, si vous voulez poser une question, il suffit de lever la main et on vous passera le micro. Je me permets juste de dire que vous avez 2 élèves avocats qui sont là aussi pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur l'examen d'entrée, la formation. Oui, vous pouvez venir si vous voulez. Oui.
Bon, en leur laissant un peu de réflexion. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre prise de parole. J'avais une question qui s'adresse à vous trois, mais peut-être plus précisément à Maître Stéphania et Maître Jeannot en tant que pratiquants de droit pénal. Comment gérez-vous des dossiers qui vous sont soumis en urgence, parfois avec seulement 24 heures de délai, et qui donc vous donnent des contraintes très grandes? Merci. Ah bah oui, c'est tout l'enjeu du pénal. C'est souvent, on intervient souvent dans l'urgence, hein, notamment dans le cadre des comparutions immédiates qu'on évoquait tout à l'heure, où finalement, vous avez une copie de dossier qui vous est transmise le matin. La personne, elle vient de sortir de garde à vue, elle est déférée au tribunal. Et vous allez devoir lire le dossier, en prendre connaissance, vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure ou autre, et ensuite aller vous entretenir avec la personne que potentiellement, soit c'est un ancien client, vous la connaissez, ou soit même vous ne l'avez jamais vue. Vous la rencontrez à ce moment-là pour la première fois au petit dépôt du palais, et dans un état de stress. C'est là où on parlait d'humanisme et de faire passer aussi les choses en lui expliquant ce qu'il y a dans le dossier, mais aussi ce que va être sa journée. Parce que notre rôle, il est là aussi, on transmet un certain nombre d'informations que la personne va devoir, à ce moment-là où elle sort de garde à vue, elle sait qu'elle va comparaître devant ses juges, qu'elle encourt, parce qu'il faut